Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 5. Climat, des recours qui peuvent vraiment changer la donne, avec Camille Etienne, Jérémy Suissa et Paloma Moritz à la modération. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ce soir, sur le banc des accusés, les États coupables d'inaction climatique et les multinationales polluantes. Alors en l'écrivant, je me suis rendu compte que multinationales polluantes, c'était un peu un pléonasme, mais bon voilà. Et une question qu'on va devoir trancher toutes et tous ensemble, est-ce que les recours juridiques peuvent-ils vraiment changer la donne? Alors évidemment, c'est une question hyper large parce que quand on parle de recours juridiques, on parle aussi bien de justice pour le vivant, avec des recours en lien avec l'effondrement de la biodiversité par exemple. On parle aussi de droit de la nature, de reconnaissance du crime d'écocide, de recours contre les multinationales, les industriels, les États. Je vous préviens tout de suite, on ne va pas pouvoir entrer dans le détail, mais on va essayer de faire un grand panorama pour comprendre quels sont les véritables impacts de toutes ces actions en justice. En juin 2023, il y a un rapport qui est sorti qui montrait qu'il y avait plus de 2341 procédures judiciaires liées au climat à travers le monde, avec, et ça c'est une nouveauté, de plus en plus de recours contre les entreprises qui sont accusées de promesses trompeuses et de greenwashing, évidemment. Je me présente rapidement, je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je travaille pour un média indépendant qui s'appelle Blast. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, allez le suivre. Et pour échanger donc sur toutes ces questions écologiques et juridiques, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants que je vous demande d'applaudir très fort, Camille Etienne et Jérémy Suissa. Camille Etienne, on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. Donc vous êtes une activiste hyper active pour la justice sociale et climatique et autrice du livre Pour un soulèvement écologique aux éditions Le Seuil. Jérémy Suissa, vous êtes délégué général de Notre Affaire à tous depuis janvier 2022 et vous êtes ancien directeur de cabinet à la mairie de Paris et comme Camille, vous vous battez aussi pour la justice sociale et climatique. Alors en septembre 2023, vous avez dit dans une interview à Libération, la décision juridique qui va tout changer n'existe pas. Juste en introduction un peu de ce procès, qu'est-ce que raconte pour vous la multiplication des recours en justice et qu'est-ce que vous en attendez rapidement ? Ouais. Est-ce que je me tire une balle dans le pied quand je dis ça? Parce que en fait, nous, on fait des procès climatiques parce qu'on pense que ça peut avoir un rôle. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il ne faut pas penser que les procès climatiques vont être la solution absolue et qu'un jour, il y aura une grande condamnation et que là, miraculeusement, le monde entier va changer, les entreprises vont changer de modèle, etc. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, il y a une complémentarité des modes de lutte. Le droit, le recours au droit est un des modes de lutte assez institutionnalisés dans le cadre des règles, etc. Les activistes jouent leur rôle, les associations militantes jouent leur rôle, les mobilisations citoyennes jouent leur rôle. Tout ça, ce sont des ingrédients d'une grande bataille culturelle qui font qu'à un moment donné, les choses peuvent s'aligner. Si on n'a pas tous ces ingrédients-là, ça marche pas. Nous, si on va voir le juge en lui disant faut condamner l'État pour une action climatique, mais que personne dans la société ne nous soutient et n'est en phase avec ça, le juge va dire oui, c'est bien, vous êtes des hurluberlus, merci, au revoir. Le jour où on arrive devant le juge en lui disant il y a 2,5 millions de personnes qui sont d'accord avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Le stylo, il est un petit peu plus lourd et ça nous aide vraisemblablement à obtenir des décisions plus favorables. Alors, Camille Etienne, avant d'appeler à la barre un premier témoignage, j'aimerais savoir quand même comment est-ce que vous appréhendez cette question des recours juridiques et notamment au-delà justement des actions de masse, des actions qui peuvent être portées aussi individuellement, parce que je précise que vous avez quand même déposé une plainte en 2021 contre 5 ministres devant la Cour de justice de la République au motif d'abstention de combattre un sinistre avec l'eurodéputé Pierre Laroutourou et le réalisateur Cyril Dion. Donc c'est quelque chose qui est un peu passé inaperçu finalement. Je précise simplement que les 5 ministres, c'était Jean Castex, Bruno Le Maire, Barbara Pompili, Emmanuel Vargon et Jean-Baptiste Djebbari.
On s'est fait un peu rejeter, comment dire. C'est-à-dire qu'on a juste été jugé irrecevable. Donc voilà, on le savait un peu. Enfin, il y avait des gros risques parce que c'est la Cour de justice de la République et qui donc porte sur la responsabilité individuelle des décideurs et de dire ils n'incarnent pas que leur rôle, ils ont aussi ils peuvent prendre des décisions qui parfois engagent la vie de plein de gens et donc on doit en tant que citoyen pouvoir leur rappeler que vous avez des comptes à nous rendre. Il y a très 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 peu de cas dans l'histoire qui ont été reçus par cette fameuse Cour de justice de la République et encore moins qui ont vraiment abouti. Donc on savait qu'il y avait très peu de chances que ça marche, mais on s'est dit... Mais donc du coup c'était quoi le but, c'est de faire jouer le symbolique ? Non, parce que je pense qu'il y a l'espoir fait vivre, de un, et aussi parce que on s'est dit, déjà, au pire, ça marche. C'est con, mais c'est déjà pas mal. Et aussi parce que, vous dites, c'est passé inaperçu, mais en vrai, pas tant que ça, parce qu'on a eu quand même pas mal d'articles, d'émissions qui ont suivi sur une thématique je voulais dire ça a été un peu oublié, en fait, c'est ça que je voulais dire. Juste ce que ça a permis, c'est de poser une question que je trouve hyper intéressante dans le débat public, c'est la question de la responsabilité, en fait. La responsabilité individuelle de ces gens. Où est-ce qu'elle se place ? C'est un peu, sans arriver directement au point Godwin dès le début, mais un peu la question de la banalité du mal de Arendt, en fait. Où s'arrête le rôle ? Et où commence la responsabilité individuelle des gens qui habitent ce rôle ? Et ça vaut là pour les responsabilités politiques, mais aussi pour les grands patrons de multinationales. Je pense qu'on en parlera. Moi, c'est ce qui m'anime le plus en ce moment, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire payer vraiment, véritablement, les grands patrons de Shell, de BP, de Total Energy, en leur disant, vous, en tant qu'individu, vous avez fait partie d'une grande machine, certes, mais vous avez aussi pris des décisions, caché des évidences, vous êtes coupable, et en fait, il ne peut y avoir de justice sans coupable. Et donc, reconnaître véritablement les coupables, c'est utile pour la mémoire, c'est utile pour ceux d'après, c'est utile pour réparer aussi, mais c'est aussi utile pour qu'il puisse y avoir une justice, en fait, pour que le sentiment de justice soit vécu par l'ensemble des victimes, et en l'occurrence, c'est nous et toutes les générations à venir. Et c'est aussi une question de responsabilité. Enfin, c'est en lien avec, par exemple, ce qu'a fait le chef Cassie Raoni, qui a porté plainte contre Jair Bolsonaro auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, à la fois pour la façon dont il avait traité les populations autochtones, mais aussi pour sa destruction de la forêt amazonienne. Il y a un deuxième aspect aussi sur ces actions en justice, c'est la question des luttes locales et la question aussi justement de comment est-ce qu'on occupe le terrain en attendant que la justice fasse son travail. Et là, récemment, en fait, à Poitiers, la justice administrative a annulé l'autorisation de construction de 15 nouvelles méga-bassines qui étaient jugées inadaptées aux effets du changement climatique. Et certains avocats en droit de l'environnement, comme Sébastien Mabille, disent que ça, en fait, ça légitime les actions et les discours de dizaines de milliers de manifestants. En fait, il y a le côté symbolique qui n'est pas du tout à sous-estimer dans une république. Ça nous permet, nous, de dire dans les débats, vous ne nous écoutez pas parce qu'on est 3 activistes écolos, très bien. Mais en attendant, on a un juge très sérieux qui a reconnu ça. On a la Cour de la République, on a la Cour des droits de l'homme. Donc là, il y a un poids derrière nous qui permet aux journalistes, qui permet aux activistes, qui permet à la société de comprendre que non, c'est pas une lubie, c'est pas une opinion. Donc déjà, ça appuie tous nos discours. Donc ça, c'est très important. C'est la même chose, par exemple, pour les COP. On peut se dire, très bien, quel intérêt puisqu'il n'y a rien de contraignant. N'empêche que quand on rappelle à ceux qui prennent les décisions qu'ils sont eux-mêmes engagés, ils sont eux-mêmes promis de faire quelque chose, et que du coup, ils ne respectent pas leurs propres promesses, c'est d'autant plus cynique que si c'est une promesse qui serait la nôtre. Une fois que ça s'est dit, donc ça c'est utile, parce que médiatiquement, ça veut dire qu'on ouvre des brèches, on ouvre un rapport de force médiatique qui fait qu'on va parler des sujets importants, on gagne du poids symbolique, et enfin, ça peut être concrètement très puissant, parce que ça nous permet de gagner des choses. C'est-à-dire que dans les fameux projets polluants, il y a la FNE qui fait beaucoup ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plein de projets, alors c'est peut-être pas vrai, mais qui n'ont pas vu le jour parce qu'il y avait une salamandre, parce qu'il y avait un oiseau spécial, parce qu'il y avait une espèce protégée à un endroit, et qu'en fait, on a pu faire jouer le droit pour dire, votre grand entrepôt Amazon, là, il est illégal, et donc on va pas le faire. Et donc ça, c'est hyper puissant parce que dès que vous avez autour de chez vous un projet comme ça, des grands projets inutiles, regardez ce qu'on peut faire au niveau juridique. En fait, ça aidera toujours. Soit ça peut retarder, soit ça peut aussi obliger, et ça c'est très intéressant, les multinationales ou l'État à vous fournir des pièces à conviction. Donc ça c'est génial, ouvrir des procès-verbaux, donner des documents. Et dernier exemple quand même à donner aussi,
Au-delà de l'aspect symbolique, très concrètement, il y a des choses concrètes qu'on peut gagner, de terres arables qui ne seront pas bétonisées, etc., d'endroits préservés qui peuvent être gagnés par le droit. Et dans les droits à manifester aussi, nous, on a eu ça. On devait être interdit de manifester, parce qu'on faisait une manifestation pendant 3 semaines devant l'Assemblée nationale pour une loi qui s'appelait la loi climat. Voilà. Et donc, le cher préfet de police Didier Lallemand de l'époque nous avait interdit du jour au lendemain nos 4 noms en disant qu'on ne pouvait plus revenir sur cette place. Et donc, on est allé en juge des référés. Moi, je ne connaissais rien, mais en fait, c'est un juge. C'est en 24 heures, on a une décision, donc c'est très très rapide. Et grâce à ça, on a pu, grâce à la justice, en fait, on a pu revenir, donc annuler une interdiction de manifester, revenir sur le terrain. Et donc, en plus, médiatiquement, c'était génial parce qu'il y avait 4 pélos qui avaient fait tomber le préfet de police de Paris, qui avait un peu les boules. Donc, du coup, ça a fait grossir énormément les soutiens et les gens qui étaient après présents sur le terrain. Oui, je me souviens, c'était au moment de la loi climat-résilience qui devait faire entrer dans la loi justement les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Ils faisaient même des joggings autour de l'Assemblée nationale puisque vous n'avez pas le droit de manifester dans cet entre-deux, etc. Voilà, donc comme quoi il faut toujours être inventif. Vous parliez justement de cette idée d'aller chercher des espèces protégées pour pouvoir protéger aussi des espaces et empêcher des projets polluants. Ça me fait une transition avec le premier témoignage que j'appelle à la barre pour parler des droits de la nature. Vous pouvez l'applaudir. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les experts, bonsoir. Je suis Fabienne. Samedi, j'ai participé à la commission d'enquête, ici au MUSEM, et aujourd'hui, je prendrai la parole au nom de la Durance. Je suis la Durance. Je nais dans les Hautes-Alpes, à 2300 mètres, et après une promenade de 323 km, je me fonds avec délice dans les bras du Rhône. Je suis la reine des rivières de Provence. Je suis longue et belle, toute faite de tresses. Et mon lit était plein jusqu'à présent d'un écosystème merveilleux, fait de centaines d'espèces invertébrées, d'oiseaux, de poissons, de mammifères, d'habitats naturels en tout genre. Malheureusement, après avoir bien joui de moi, les hommes m'ont jugée trop capricieuse à leur goût et ont décidé de me dompter. Ils ont ainsi détourné plus de 90% de mon eau, prélevé mon limon, pollué mes eaux, entraînant pour moi érosion, effondrement de mon lit, disparition de mes tresses et de nombreuses espèces de mes amis. Mais les hommes savent-ils que je leur offre l'eau depuis toujours? Ne peuvent-ils me prendre juste un peu en considération, avec gratitude? Pourront-ils un jour cesser de me considérer comme leur chose et tirer de moi le maximum de profit possible pour m'accorder juste un droit à exister, à me développer et à évoluer comme tout être vivant? Oui, je sais. Dernièrement, certaines et certains se sont émus de ma situation et ont rédigé une déclaration de mes droits. C'est un premier pas. Mais à quoi ça sert dans un pays où la législation continue en fait à autoriser un droit à polluer? Oui, tant qu'on ne dépasse pas certains seuils. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis un peu jalouse. Oui, je suis jalouse de la rivière Macpie, la belle québécoise, de l'indienne Yamuna, de l'Amazone, de la Wanganui de Nouvelle-Zélande, de la rivière Klamath aux États-Unis, toutes reconnues comme entités juridiques, avec le droit de vivre et de défendre leurs intérêts. Et tout près de moi en Espagne, pour la première fois en Europe, la Mar Menor s'est vue reconnaître un droit légal à exister et à être protégée, avec 3 tutelles pour l'aider dans ses démarches. Alors bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est important, vous savez. C'est une rupture symbolique essentielle, car elle déplace les équilibres. Elle bouscule vos représentations pour en finir avec une vision utilitariste et dominatrice de la nature. Si nous devenons des entités à part entière, vous ne pourrez plus être nos maîtres et possesseurs, comme l'envisageait M. Descartes. Nous pourrions alors agir sur base de nos besoins à nous, en tant qu'espèces vivantes, et pas seulement en considération des autres effets préjudiciables que votre propre activité vous cause à vous, les hommes. Et si vous avez peur de voir nos droits confrontés aux vôtres, sachez que plus nos droits seront respectés, mieux vous vivrez, car nous ne faisons qu'un, nous vivons en totale interdépendance. Il faudra juste renoncer peut-être à un peu de profit et de confort matériel. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Fabienne. Alors, Jérémy, ce témoignage, en fait, il est directement inspiré des actions de Notre Affaire à tous, puisque c'est Notre Affaire à tous et l'association SOS Durance Vivante qui ont rédigé cette déclaration des droits de la Durance pour soutenir la reconnaissance de la rivière en tant qu'entité naturelle juridique. Ouais, effectivement, il s'agit de déclaration de droits, donc c'est symbolique. C'est des appels à l'action, c'est des alertes qu'on passe et qu'on a initiées en ce qui nous concerne, pas très loin d'ici. Le témoignage le montre extrêmement bien. C'est à la fois très concret, les droits de la nature, et très philosophique. Là où c'est philosophique, c'est que ça interroge la question de savoir où est l'humain par rapport à la nature. Le système dans lequel on évolue au niveau occidental, depuis presque toujours, c'est une considération de l'humain qui est au-dessus de la nature et qui choisit soit de l'exploiter, soit de la préserver. Mais en gros, c'est un humain dominant qui dit moi en tant qu'humain dominateur, je vais décider de piocher un petit peu de poissons, de vider les cours d'eau, de les détourner ou éventuellement de les préserver. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr on a une option qui nous intéresse un peu plus que l'autre, mais quoi qu'il en soit, c'est l'humain qui décide. Les droits de la nature proposent de renverser ça, enfin plutôt que de renverser, de réinterroger ça et de concevoir la totalité des éléments, y compris les humains qui sont sur cette planète, comme un système équilibré. Et donc les humains ont des droits, mais la nature aussi a vocation à avoir des droits. À la fois c'est novateur en France et globalement en Europe, mais en fait ça existe et ça peut exister depuis très longtemps. En Équateur, c'est dans la Constitution. Donc il n'y a pas de débat. Au Chili, le projet de Constitution qui avait été soumis récemment à la population, il y avait la reconnaissance des droits de la nature. Ok, mais là on va nous dire oui, mais c'est l'Amérique du Sud, c'est des animistes, etc. C'est pas comme les Européens. Bah ouais, mais sauf qu'aux États-Unis, on parle de droits de la nature, qu'en Espagne récemment, ça a été présenté, la Mar Menor, qui est une lagune, s'est vu reconnaître des droits, que c'est aussi le cas en Asie, que c'est aussi le cas en Océanie. Donc en fait, il y a guère qu'en Europe où c'est pas vraiment le cas, quoique l'Espagne vient d'ouvrir le bal. Donc ça viendra en France. On essaye de pousser à ce que ce soit fait. Et un des principaux obstacles, et je donnerai que cet exemple parce qu'on pourrait faire assez long, mais on nous dit oui, vous êtes sympa avec vos trucs, mais on imagine mal les arbres se pointer au tribunal et venir se défendre. Je vous donne un contre-exemple. On a plusieurs procès contre Total, on en reparlera peut-être ce soir. On en reparlera. Quand on va au tribunal pour nos procès contre Total, je vois pas Total dans la salle du tribunal. Je vois pas des barils de pétrole. Quand on a nos procès contre la BNP, je vois pas des piles de billets à la barre en train d'expliquer pourquoi c'est important de conserver la liberté du secteur financier. Là, on parle d'une fiction juridique qui ne nous dérange absolument pas, c'est-à-dire qu'on grandit tous en apprenant qu'il y a la personnalité morale. Donc en fait, les entreprises n'existent pas, sont impalpables, mais elles ont une personnalité morale qui leur donne des droits, parfois supérieurs à ceux des humains d'ailleurs. Mais la nature, c'est un mauvais parallèle que je fais parce qu'elle est bien tangible. Les arbres, on peut les toucher, les rivières, enfin, il y a une matérialité que n'ont pas les entreprises. Et pourtant, on nous traite de doux rêveurs quand on envisage de confier des droits à la nature. Donc voilà, je m'arrête là, mais ça pose un certain nombre de questions philosophiques. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage, c'est un peu le corollaire de votre première pièce à conviction, qui a vocation, à travers justement un objet issu de la nature, en quelque sorte, à montrer que justement la raison pour laquelle il y a tous ces recours juridiques, c'est évidemment pour protéger le vivant, mais c'est pour protéger le vivant sous toutes ses formes, et pour empêcher évidemment tous les effets qu'ont déjà le dérèglement climatique sur nos vies et les vies de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Donc c'est une pomme de pin. Alors effectivement, roulement de tambour, voilà, c'est une pomme de pin. Ça, c'est ma pièce à conviction, donc que je vous soumets. Elle est un petit peu blanchie parce qu'en fait, elle vient d'une forêt incendiée. Elle vient de la forêt de Landiras qui est dans les Landes et qui fait partie des forêts qui ont été incendiées dans les énormes incendies de l'été dernier. Pendant plusieurs décennies, on a parlé du changement climatique comme d'une chose abstraite. Oui, c'est éventuellement des glissements de terrain au Pakistan, des migrants qui sont obligés de déménager, c'est un terme très occidental, qui prennent un sac et qui font 500 km à pied, franchissent des océans pour essayer de trouver un autre endroit où ils pourraient éventuellement habiter et où bien sûr on n'a pas exactement envie qu'ils habitent.
Et donc, c'est un peu triste à dire, mais on s'est toujours dit que le jour où ça nous concernerait vraiment nous et pas les gens de l'étranger, on se bougerait peut-être un petit peu plus. C'est quelque chose dont on a parlé un petit peu avant d'être ici devant vous. C'est toute la question de la responsabilité des États versus celle aussi des multinationales. Qui est responsable de quoi et qui laisse faire quoi? On va y venir après. Mais avant, je voudrais convoquer donc la deuxième pièce à conviction de cette soirée, mais la première, de Camille Etienne. Donc Camille, vous avez choisi en pièce à conviction le dernier épisode d'une série d'anticipation qui s'appelle Extrapolation pour évoquer les grands procès climatiques. C'est dément. Si vous avez l'occasion, on n'est pas d'accord avec Paloma, mais je trouve que c'est une série démente. Donc non, mais je trouve que c'est une série essentielle à regarder, voilà, mais qui a plein de défauts. Moi, je la trouve géniale. Ce qui est juste intéressant là-dedans, mais il y a dans d'autres films aussi un peu ça, c'est ma petite obsession de faire payer ces criminels climatiques, comme on parle de Michael Correa. C'est en fait la responsabilité individuelle de ces gens. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, il faut se dire que on les fera jamais réellement flipper tant qu'ils n'auront pas le risque de se retrouver derrière les barreaux. Il y a une telle impunité de ces géants-là que payer des milliards sur les comptes de leur entreprise, à la limite, que avoir une réputation salie, à la limite, ils s'en sortent toujours. Au final. Donc ils ont toujours une forme d'impunité. Alors que s'il y a un vrai risque réel, et donc c'est ce qui se passe là, en fait, c'est un grand méchant qui est un mélange un peu entre Elon Musk, Bezos, un peu tout, un peu, voilà, il incarne ce truc-là, qui se retrouve à avoir un vrai procès et qui risque potentiellement d'être toute sa vie derrière des barreaux, quoi. Et là, quand c'est cette responsabilité individuelle en jeu de ces gens qui s'imaginent être dans une impunité totale, ça change vraiment la donne. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, qu'il y ait des procès qui s'ouvrent sur le pénal aussi. Et ça me paraît assez important quand même comme action pour que ça puisse être puni par la loi. Enfin, c'est quand même, ça me semble fou que la justice ne puisse pas nous protéger de ce type d'actions individuelles qui, quand elles sont assorties d'un grand pouvoir économique ou politique, nous mènent dans des directions très dangereuses. Et justement, on peut se cacher toujours derrière la structure. Donc c'est ce que raconte précisément cette série. Il y en a d'autres qui en parlent. Mais ce qui est impressionnant dans cette scène justement et dans cet épisode, c'est que donc on est en 2070. C'est le président d'une société qui s'appelle Alpha. Il s'appelle Nicholas Bilton et c'est vraiment, sa société est devenue l'une des seules multinationales de la planète. Elle gère absolument tout. Le procès est aussi géré, donc il y a une avocate, mais aussi c'est des intelligences artificielles qui jugent. Et on voit aussi tout au long du procès à quel point il essaie d'intimider toutes les personnes qui travaillaient pour sa société avant, qui peuvent témoigner du fait qu'il aurait pu, à un moment donné, justement arrêter la catastrophe et qu'il ne l'a pas fait. Il y a ce jeu-là aussi, en fait, d'influence. Et tout le monde lui dit, mais l'avocate qui tient ce procès devant le monde entier avec lui, mais tout le monde lui dit tu ne devrais pas t'attaquer à lui, tu te rends même pas compte de ce qui va t'arriver. C'est pour ça que ces procès au pénal, donc faire entrer du côté de la loi individuelle, ça peut être aussi intéressant parce qu'on peut peut-être se prévaloir de ça. Voilà, donc c'est plutôt que de s'attaquer à une immense multinationale qui va vous faire crouler sous les dossiers et tout faire. Mais si en plus on peut s'amuser à aller chercher sur la responsabilité individuelle, ça crée un précédent derrière et une jurisprudence qui est de dire vous ne pouvez pas faire n'importe quoi derrière des portes sombres, tranquillement, pendant le restant de vos jours. Enfin, à un moment donné, voilà, on vous voit déjà et vous paierez. Donc, vous pouvez vous arrêter de jouer avec nos vies, quoi. Eh bien, c'est une parfaite transition avec le deuxième témoignage que j'appelle à la barre et qui va venir nourrir ce procès et nos réflexions. Vous pouvez l'applaudir. Je suis Grégoire et j'ai participé samedi à la commission d'enquête. Et ce soir, devant vous, je serai Thierry, 37 ans, maire d'un petit village de 800 habitants au fond de la baie de Morlaix, dans le Finistère Nord. Alors voilà notre affaire. Quelques mois après notre élection, des travaux d'installation d'une ferme-usine d'élevage de porcs ont débuté dans la commune. C'était un dossier ancien déjà. La demande d'agrément avait été introduite depuis 3 ans et l'équipe municipale précédente soutenait le projet. Pour vous donner une idée, il y a aujourd'hui un peu plus de 3000 fermes-usines en France. Et dans certaines de ces méga-exploitations, on recense jusqu'à 1 million de volailles, plus de 20 000 porcs,
Alors évidemment, cette industrialisation de l'élevage n'est pas sans conséquences. Au-delà des conditions ignobles subies par les animaux, les conséquences environnementales, sociales et sanitaires sont désastreuses. Pollution de l'air, de l'eau, des sols, développement des algues vertes, particulièrement en Bretagne, déforestation, antibiorésistance et bien sûr la disparition du monde paysan. Naïvement, pendant la campagne, je pensais que l'État serait de notre côté pour opposer un refus administratif à cette demande d'implantation, mais non, malgré notre mobilisation, pétition et journée de manifestation, la préfecture a autorisé par décret l'implantation de cette 446e ferme-usine dans le Finistère. La société Euromeden, porteuse du projet, a même bénéficié d'un financement public. Les travaux ont été très rapides, la ferme, enfin plutôt l'usine, a commencé à être productive dès l'année suivante. Donc, qu'est-ce que nous pouvions faire ? Puisque l'usine avait malgré tout déjà son agrément, ce n'est pas là-dessus que l'on pouvait se battre dans l'immédiat. Alors, on a pensé à porter plainte pour le lisier. Avec 200 truies et plus de 3000 porcs, vous imaginez un peu, ce ne sont plus des champs d'épandage qu'il y a autour du village, c'est un véritable marécage de lisier. Ça dégage une odeur d'ammoniac. Alors, selon le sens du vent, l'odeur est pestilentielle, certains jours c'est irrespirable, on suffoque. On a donc constitué un collectif de riverains et on a déposé une plainte au tribunal contre la société pour empestement de l'air. La plainte a bien été enregistrée, mais depuis 2 ans, aucune réponse du côté de la justice et nous, on continue à suffoquer. Par contre, la société Euromeden, elle, n'a pas traîné pour réagir, c'est elle qui nous assigne maintenant en justice pour diffamation. Elle demande au collectif la somme de 1 250 000 € pour avoir propagé l'idée que les odeurs nauséabondes provenaient de son site de production. C'est clair, c'est de l'intimidation. Il paraît que ça s'appelle une poursuite bâillon. Parce que bien sûr, ils savent que leur demande est infondée et que les dommages et intérêts qu'ils demandent sont exorbitants. Mais leur objectif stratégique, c'est simplement de détourner notre mobilisation, de nous faire passer à une position défensive et de nous épuiser dans une procédure longue et coûteuse. Alors je vous le demande, je nous le demande, quand est-ce que nous bénéficierons d'une base stable et solide pour nos actions, avec la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit français comme dans le droit international, à invoquer quand l'environnement et le vivant sont réellement mis en danger par les logiques industrielles hyperproductivistes. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Grégoire qui incarnait Thierry. Alors, j'ai entendu beaucoup de personnes réagir pendant ce témoignage en faisant alors, je vous préviens tout de suite, c'est un vrai faux témoignage, c'est-à-dire qu'il est basé sur des situations réelles, mais Thierry n'existe pas vraiment et la société Euromeden n'existe pas. Donc, n'allez pas attaquer cette société ce soir ou l'interpeller sur les réseaux sociaux, ça ne servirait à rien. En revanche, c'est un témoignage qui reflète des situations évidemment très réelles en France. Si on prend juste un exemple récent, il y a l'entreprise Pure Salmon qui veut implanter une ferme-usine en Gironde avec une production de 10 000 tonnes de saumon par an. Et récemment, justement, une association qui s'appelle Au Secours, EAUX Secours, et deux de leurs dirigeantes étaient convoquées devant le tribunal de Bordeaux pour diffamation contre Pure Salmon France parce qu'elles avaient attaqué justement cette entreprise pour ses agissements. Qu'est-ce que vous a inspiré tous les deux ce témoignage, cette nécessité de reconnaître le crime d'écocide et aussi justement de se battre contre l'agro-industrie de façon générale en fait sur le territoire? Je laisse spécialiste l'écocide quand même, c'est votre dossier. Mais juste en 2 secondes, c'est qu'en fait là, on n'a pas beaucoup de temps et donc en fait on a parlé d'un sujet qu'on parle, enfin j'ai l'impression un peu moins, qui est plutôt le droit offensif, c'est-à-dire comment est-ce que le droit c'est un outil pour nous pour se protéger en tant que citoyen, en tant qu'activiste, en tant que ONG. Mais bien sûr, il y a évidemment tout un autre pan de comment le droit est utilisé à l'inverse pour nous criminaliser. Il y a l'exemple des soulèvements de la terre qui a été évident. On a autorisé une loi mise en place pour lutter contre le terrorisme quand même, pour faire taire en fait des mouvements de contestation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans
les États totalitaires, quand le droit sert à bâillonner la contestation. Donc c'est très très dangereux comme pente glissante. C'est pour ça que c'était très salutaire que le Conseil d'État annule cette dissolution et s'y oppose. En fait, on le voit partout là en Europe à quel point ça augmente. C'est-à-dire que les gens de Just Stop Oil que vous aviez peut-être vu, qui jetaient sur des trucs sur les vitres de tableaux, eux, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés, mais vraiment là, c'est plusieurs mois en prison, en ferme. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont fait ces actions-là. Donc en Angleterre, ils ont vraiment incarné ça à fond. En France, ça a été aussi beaucoup des gardes à vue très très longues. En fait, ça cherche à faire peur. En fait, ça permet de mettre à distance de l'action. C'est-à-dire que d'un coup, c'est hyper terrifiant de dire je risque des trucs fous, donc on va être moins nombreux et on va pas s'engager. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est des risques pénaux qu'on prend nous quand on est, et on n'est pas tous égaux face à ça, c'est-à-dire qu'évidemment que être en garde à vue quand on est blanche, quand on est noire, c'est pas exactement la même chose. Et nous on le voit, là on travaille en Ouganda avec des activistes sur un projet de pipeline de Total Energy pour avoir fait la même action que nous, c'est-à-dire juste sortir avec les mêmes pancartes dans la rue. Elles se retrouvent en prison et on n'a pas de nouvelles. Et ça arrive très très souvent, donc on travaille avec le Quai d'Orsay pour les faire sortir, mais elles ne peuvent même pas revoir leurs avocats. Donc on n'est pas du tout tous égaux face à la justice et face aux risques qu'on est en train de prendre. Par contre, vous êtes formés, important qu'on le sache là, si vous vous engagez, si vous rejoignez les collectifs, vous allez voir que vous allez avoir des formations sur quels sont vos droits, comment est-ce que vous pouvez gérer les gardes à vue, et très souvent, il y a ce qu'on appelle la legal team qui vous permet d'être backé si jamais il se passe quelque chose, que ce ne soit pas à vous de payer les frais, tout ça. Ça, c'est quand on vient individuellement en action. Par contre, quand on est une association, on prend aussi des gros risques, et c'est souvent des risques financiers, donc c'est aussi à ça que servent vos dons. C'est le droit offensif, comme notre affaire à tous, quand on utilise du temps d'avocat pour porter plainte, mais aussi pour se défendre. Et là, on a eu le cas avec Greenpeace sur l'exploitation minière des fonds marins. J'ai eu le gars qui représente l'ONU pour l'autorité internationale des fonds marins. En gros, la personne qui gère les négociations sur le sujet, que j'avais juste suivi pour qu'il réponde à une de mes questions, mais pas comme ça la nuit, genre juste dans l'endroit des négociations, parce qu'il a fui. Et donc j'ai reçu sur le soir un mail qui me disait je vais porter plainte pour agression physique. Parce qu'apparemment, je l'aurais agressé physiquement pour qu'il me réponde. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que même si, fort heureusement, j'avais une journaliste qui m'a suivi, qui a filmé et qu'on voit que je ne le touche pas une seconde, en fait, ça fait très très peur. Parce que d'un coup, quand tu as un représentant de l'ONU qui te dit tu vas avoir trouvé un bon avocat parce que vous allez être mise en demeure, enfin vous allez avoir un procès pour agression physique, ça fait un petit coup quand même de froid dans le dos. Donc cet outil-là des superpuissants est très utile. Et là, dernier exemple en date, c'est Greenpeace et donc 2Metals Company, qui est la première compagnie minière qui veut commencer l'exploitation des fonds marins, qui a porté plainte contre Greenpeace parce qu'ils avaient fait une action contre leur bateau où ils faisaient des tests et ils demandaient plusieurs millions d'euros. Heureusement, et c'est une très bonne nouvelle, ils ont perdu, donc ça on était très contents. Mais ça, sur le moment, en fait, toute ton ONG peut disparaître en un procès. Enfin, tu peux vraiment perdre toute ta force d'action, mettre tous tes dons, tout peut s'effondrer par une action. Donc les risques qui sont encourus, en fait, ça coûte beaucoup ces actions-là. Donc voilà, juste pour dire, on a parlé du droit offensif, on va se concentrer là-dessus, mais il y a aussi ça, il y a aussi le droit qui est utilisé par nos adversaires. Et sur l'écocide, après... Et d'ailleurs, le rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, alerte de plus en plus sur cette répression de plus en plus forte des militants écologistes, notamment en Europe. Alors simplement pour vous rassurer sur le cas des 2 dirigeantes de l'association Au Secours qui s'étaient attaquées à Pure Salmon, il se trouve que le 7 décembre, donc il y a seulement quelques jours, elles ont été relaxées alors qu'elles étaient poursuivies pour diffamation. Donc bon, pour elles, ça s'est plutôt bien terminé, mais ça ne veut pas dire que cette ferme-usine ne va pas exister. Et donc, Jérémy, je vous laisse la parole sur l'écocide et puis une réaction aussi à ce témoignage. Ouais, peut-être juste avant l'écocide, réagir au témoignage, parce que nous, on a quand même de la chance, en vrai. Même si toi, tu commences à être menacé, mais on a quand même de la chance parce qu'on n'habite pas, on milite pas, par exemple, en Ouganda ou en Amérique du Sud. Aujourd'hui, la majorité des militants tués dans le monde le sont pour des questions environnementales. Donc ça s'est inversé il y a quelques années. Avant, c'était plutôt les sujets corruption, etc. Là, maintenant, c'est les questions environnementales. Donc en fait, il y a des gens pour qui c'est une question de vie ou de mort, littéralement. Mais en fait, je voudrais aussi rendre hommage à des gens, parce que ça arrive chez nous quand même. Je voudrais rendre hommage à Morgane Large, qui est journaliste en Bretagne, qui se bat contre les fermes-usines, qui se bat contre les pollutions locales, et qui par 2 fois s'est fait dévisser ses roues de voiture. Juste, quand on lit ça, on réalise pas forcément tout de suite ce que ça veut dire. On se dit, bon, ok,
dévisser les roues de voiture, c'est pas comme prendre une rafale de Kalachnikov. En fait, tout simplement. Voilà, c'est pas comme prendre une rafale de Kalachnikov au milieu de l'Amazonie où personne vous entend crier. Sauf que, en réalité, la conséquence peut être exactement la même, c'est-à-dire des roues de voiture dévissées, vous pouvez aller chercher vos enfants à l'école, amener vos parents à l'hôpital ou n'importe, peu importe, vous prenez n'importe quel moment de votre quotidien et en fait tout est menacé. Paul François, qui est l'agriculteur qui se bat contre Monsanto, il s'est fait tabasser quasiment à mort en bas de chez lui et en fait tout ça repose sur un truc très simple, c'est que là on parle de militants individuels qui ne sont pas protégés par leurs entreprises. Tu parlais des patrons qui ont la vitrine de l'entreprise, même s'ils prennent 25 millions d'amendes, c'est l'entreprise qui paye, c'est mis dans les provisions de l'entreprise, dans la gestion des risques. Monsanto, ils ont été revendus, ils avaient mis des provisions pour les procès, ça se capitalise. Quand vous êtes particulier, c'est votre vie qui est en jeu. Et par exemple, quand on écoute les récits des membres des Soulèvements de la Terre qui se sont fait interpeller, tu le rappelais, en vertu de lois qui avaient été prévues, déjà discutables, mais qui en plus avaient été prévues pour des terroristes, il faut mesurer ce que ça veut dire. Ça veut dire que des gens qui se seraient rendus au commissariat ou à la gendarmerie s'ils avaient reçu un courrier dans leur boîte aux lettres, en fait, ont été sortis de chez eux par des membres du GIGN avec des kalachnikovs, foutus en caleçon dans une fourgonnette, emmenés à 600 km de chez eux et relâchés 4 jours plus tard dans une ville qu'ils ne connaissent pas, sans argent, avec même dans l'incapacité de rentrer chez eux, etc. On parle de ça. Donc en fait, une fois que vous avez vécu ça, vous y pensez probablement à 2 fois avant de retourner sur une action. C'est exactement ça le but. Et ça, c'est dramatique. Alors justement, à propos de ceux qui compromettent les générations futures et actuelles, j'aimerais qu'on examine maintenant la toute dernière pièce à conviction de la soirée. Donc c'est la vôtre, Jérémy Suissa. Et c'est un extrait de La fabrique du doute par Total et de votre campagne Totalement, dans le cadre aussi du procès que vous avez intenté à Total. Depuis le 19e siècle, l'homme brûle en quantité chaque jour croissante des combustibles fossiles, charbon et hydrocarbures. Cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique. Un air plus riche en gaz carbonique absorbe donc davantage de radiation et s'échauffe davantage. La circulation atmosphérique pourrait s'en trouver modifiée et il n'est pas impossible, selon certains, d'envisager une fonte au moins partielle des calottes glaciaires des pôles. 1971, est-ce que c'est une publication scientifique ? Je vous laisse lever la main. Est-ce que c'est une publication d'ONG ? Est-ce que c'est une publication du journal interne de Total ? Voilà. Le journal interne de Total, c'est-à-dire on n'est pas allé fouiller dans les tiroirs, c'était sur la place publique, leurs ingénieurs expliquent ça. Et maintenant, c'est la campagne qu'on a lancée avec des historiens qui nous ont donné ces documents incroyables. Et notamment Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences. Je vous invite à suivre son travail. Mettez-vous dans la peau des dirigeants et vos ingénieurs vous disent ça, qu'est-ce que vous faites ? La réponse de Total, mais c'est pas les seuls, Exxon c'était pareil, et tous les grands autres géants fossiles c'était pareil, c'est de dire on va créer du doute, on va expliquer que c'est faux. Donc c'était déni climatique d'abord, non c'est faux, on nous raconte des sornettes, c'est des trucs de militants, etc. Puis après c'était plutôt le doute. C'est-à-dire on n'est pas dans le déni, mais on dit rien ne prouve que. Et puis après arrive le GIEC, arrive l'accord de Paris, etc., même un petit peu avant. Et là ils se disent ça commence à devenir gros, on peut difficilement assumer publiquement que c'est pas vrai. Mais donc on va passer de cette fabrique du doute au greenwashing. Donc en fait on va dire qu'on fait. En fait on fait pas. Mais on va dire qu'on fait des trucs qui sont vachement bien et qui en fait sont plus comme avant, promis, on a changé, etc. Et par contre, ce qu'on va faire en même temps, c'est qu'on va envoyer 2400 représentants à la COP 28 pour être bien sûr qu'il n'y ait aucune régulation qui nous empêche de continuer à faire ça. Parce que la première chose qu'on peut se dire quand on vend un produit qui provoque ça, c'est peut-être de se dire « Ok, est-ce que je dois continuer à le vendre ?» Et en fait, juste pour finir là-dessus, les fossiles aujourd'hui sont en vente libre, alors qu'on connaît leur nocivité. Et donc, même si on s'en prend beaucoup à très juste titre, et c'est le cas dans notre procès Total notamment, sur les producteurs de fossiles, il faut aussi s'en prendre aux gens qui les écoutent. Parce qu'en fait, il y a des gens au-dessus des entreprises, des gens ou des entités qui sont en capacité de les réguler et de leur dire, en fait, ça c'est autorisé et ça c'est pas autorisé. Et en fait, ces gens, c'est les États et les organisations intergouvernementales. Et aujourd'hui, ces gens-là acceptent 2400 représentants d'intérêt quand les pays qui sont en train de passer sous l'eau, ils sont 3-4
représentants. Donc on a un vrai problème aussi de l'accueil qui est fait à cette nouvelle stratégie qui est à la fois greenwashing d'un côté et empêcher la régulation de l'autre. Oui, de la part des organisations internationales aussi bien que les États, mais sur la question justement de là, qu'est-ce que vous espérez obtenir de ce procès contre Total, parce que vous avez quand même attaqué Total en justice, et pour plusieurs raisons d'ailleurs. En 2019, fort d'un procès qui s'est passé là encore aux Pays-Bas contre Shell, Shell avait été condamné à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc on s'est dit, on va faire la même chose contre Total en France. Et donc Marie Toussaint, qui est la fondatrice la cofondatrice de l'association, s'est dit, je vais aller voir les collectivités. New York, ils ont les moyens de construire des digues. La ville de Paris a une stratégie d'adaptation et de résilience climatique à plusieurs milliards d'euros, etc. Mais on a aussi des petits villages ou des petites communes avec nous qui ne sont pas en capacité de faire face à ça. Et donc, on a réuni une quinzaine de collectivités et on est allé devant le juge pour faire ce qui a été fait contre Shell, c'est-à-dire demander au juge d'obliger Total à réduire ses émissions de gaz à effet de serre puisque l'État ne le fait pas. Et alors, juste très rapidement, ça en est où, ce procès ? C'est-à-dire quelle chance est-ce que vous avez de voir Total condamné ? Ça recoupe ce qui a été dit tout à l'heure sur les procédures Bayon. On n'est pas exactement sur des procédures Bayon, mais par contre, on est sur une utilisation de la justice qui permet de gagner du temps. Ça fait quasiment 4 ans qu'on a lancé le procès et on n'est pas encore sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne discute pas encore de savoir si Total fait des trucs bien ou des trucs mal. On discute de savoir si on a le droit ou pas de les poursuivre. Et la première instance nous a dit « non, vous ne pouvez pas ». Au titre de la loi sur le devoir de vigilance, sur laquelle je n'ouvrirai pas forcément le sujet, mais si vous avez des questions, peut-être dans la partie questions, on pourra y revenir, qui est aussi celle qui permet là de mettre en demeure Carrefour. Cette loi-là, elle date de 2017 et c'est celle qui permet de demander normalement des comptes sur les droits humains, mais aussi sur le climat. Et aujourd'hui, on a on va dire des atavismes, des intérêts économiques devant le juge judiciaire qui sont tels qu'on nous explique qu'en fait, non, on n'a pas bien respecté les procédures et donc en fait, on ne peut pas aller au bout du procès. Alors, on a fait appel, ça va être tranché par la cour d'appel et puis ensuite, peut-être, on aura un procès au fond. J'ai cru voir une question juste là-bas, donc on va prendre la question. Voilà. Merci à tous les trois pour cet échange. Camille, à plusieurs reprises, t'as dit qu'on avait besoin de coupables pour faire la justice. Moi, j'entends que c'est important de pointer des responsabilités individuelles, collectives, mais aussi je trouve intellectuellement que c'est nécessaire, philosophiquement, c'est nécessaire de se poser la question de cette binarité dans notre justice défaillante, qui est complètement binaire, avec des victimes et des coupables, des victimes et des bourreaux, au même titre que on connaît cette binarité intellectuelle entre la nature et la culture, qui fait qu'on en est là aujourd'hui socialement, mais c'est la même chose pour les questions de genre, etc. Et donc je trouve intéressant que tu l'aies repointé à 2 reprises, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'on peut faire justice sans grand coupable, même si je suis très contente que vous soyez là pour les combattre. Je l'entends pour l'idée de dire, par exemple, quand on parle de violences sexuelles, en disant il n'y a pas de monstres, ce sont nos pères, ce sont nos frères, l'histoire du bon père de famille, tout ça. Et bien sûr que dans un monde idéal, il faudrait repenser la justice, mais en fait, un coupable n'est pas forcément quelqu'un qu'on va gérer. Le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est que des coupables, ce qu'on en fait, c'est qu'on se dit, très bien, on va les mettre dans des murs, là, comme ça, puis ils vont s'auto-gérer tout seuls. Puis voilà, ça c'est le max qu'on va faire. C'est comme ça que sont gérés les coupables. On peut trouver totalement une autre manière de faire en sorte de le mettre hors d'état de nuire pour longtemps et de créer une jurisprudence pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Et en ce sens-là, je maintiens que, à mon sens, sur le sujet climatique, il y a des victimes réelles. Les gens avec qui on travaille en Ouganda sont des victimes. C'est-à-dire que c'est des gens là qui sont déplacés de leur terre. Il y a 100 000 personnes qui ne peuvent plus habiter là où ils habitaient. Ils n'ont pas l'argent qui a été promis par les multinationales. Donc ils n'ont pas d'argent. Ils doivent quitter leur terre où ça fait des générations qu'ils sont là, où ils ont une culture qui est attachée à cet endroit précis, etc., etc. Se pose aussi la question de qui va payer les dépollutions. On a ça sur les glyphosates, on a ça sur, en fait, faire reconnaître les coupables, c'est pas juste pour la grandeur de la morale et de ce qui se passe après, même si je trouve que c'est suffisant, mais c'est aussi pour se dire qui, concrètement, va payer. Dans la question des industries fossiles, il y a cette fameuse question des pertes et préjudices, en fait. Là, face à tout ce qui s'est passé pendant ces années, c'est le résultat de choix politiques, de choix de ces multinationales. Maintenant, il y a des gens dont les conditions de vie sur Terre ne sont pas assurées, qui vont devoir s'adapter à, justement, des conséquences qu'ils n'ont pas eux-mêmes
provoqués, donc on en parlait très bien, ce sont les plus précaires. Et en fait, ces gens-là, qui va payer concrètement leur adaptation? Donc reconnaître les coupables, c'est aussi pouvoir organiser ces mécanismes financiers-là pour que ce ne soit pas aux victimes d'elles-mêmes se démerder ensuite par ailleurs. Mais merci, cette question qui est trop intéressante, qui ouvre plein de sujets géniaux sur la prison. Il y a les travaux d'Angela Davis sur le sujet. Allez-y. J'y vais. Oui. C'est très court. J'avais une question un peu hard pour vous, je pense, c'est du coup, où est l'espoir ? Parce que, on est tous là, ça nous intéresse, forcément, c'est blindé. Vous êtes des militants, mais voilà, où est l'espoir quand on regarde de manière un peu, et c'est même pas cynique, c'est réaliste ce qui se passe. Camille Etienne, je vous laisse terminer en répondant en à peu près 1 minute à cette question de comment est-ce qu'on garde espoir. Bon courage. Toujours ce rôle, c'est terrifiant. Je dois moi-même du coup en avoir pour vous en donner, c'est ça qui est dur. L'espoir, donc, maintenant que vous avez dit tout ça, non mais désolé, mais en fait c'est vrai que là, le truc de contentieux climatique, c'est pas évidemment le sujet le plus facile pour vous dire, mais j'espère qu'on vous a quand même un petit peu montré comment ça marche et comment est-ce que le droit peut être un outil hyper puissant qui nous a protégés très concrètement, qui nous a permis de manifester, qui nous a permis de gagner un certain nombre de projets. C'est des terres qui n'ont pas été artificialisées, c'est des fermes-usines qui n'ont pas eu lieu, c'est des réparations, enfin bref, c'est puissant, il y a des choses qui se passent grâce à ce droit d'abord. Et après, comment garder espoir ? À la fois, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas chercher à donner de l'espoir. C'est-à-dire que c'est pas une posture. C'est pas en disant, bon, là, on les a déprimés, 2-3 questions, hop, allez, on dose, on met un peu d'espoir. On a dit 5 mauvaises nouvelles, il s'agirait de faire une page de bonnes nouvelles à un moment donné. En fait, je trouve que c'est infantilisant pour la population quand on fait ça. En fait, ce que j'ai envie, c'est qu'on me dise, voilà ce qui se passe, voilà quelles sont les voies qui vous sont offertes. Et ce qui, moi, me donne de l'espoir, c'est la définition de Rebecca Solnit, qui est une autrice américaine géniale, qui dit... l'espérance, c'est la croyance que ce que nous faisons peut avoir de l'importance. Et donc, je préfère 1000 fois vous dire que vous avez un pouvoir d'action sur ce qui vous semble vous échapper, que vous n'êtes en rien impuissant ou impuissante. Et ça me donne terriblement plus d'espoir et d'espérance et d'élan, en fait, qu'une profession. Parce que de cette foi, en fait, c'est presque une foi là, dans le fait que l'action peut aboutir à des choses, que rien n'est immuable, et ça, c'est Edgar Morin qui parle beaucoup de comment faire advenir l'imprévisible. Et c'est ça, en fait, tout ce qu'on fait, c'est dire, ok, il y a sûrement très peu de chance, mais on va faire advenir l'imprévisible. Et ce qui s'est passé de terrifiant comme de sublime dans l'histoire, c'est ce qui était imprévisible, mais que certaines, par un mouvement, ont réussi à faire advenir. Et moi, mon espoir, il est là-dedans. Et dans le monde réel, je trouve que l'action fonctionne beaucoup mieux que l'espoir. Donc, agissez, puis vous verrez, ça marche. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au MUSEM. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là, d'être venus un lundi pour parler des recours juridiques. Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que ce procès existe et aussi aux personnes qui ont participé à la commission d'enquête. Bonne soirée à tout le monde. Cette séance a été enregistrée le 11 décembre 2023 avec la participation de Camille Etienne, Jérémy Suissa, Enguerrand Lascole et Paloma Moritz à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.